Merci beaucoup Stéphane de me recevoir. On va parler de bonheur et on va parler d'un sujet qui est un peu un fil rouge en ce moment, qui est un peu comment trouver son chemin, mais sa mission de vie ou pourquoi on est fait. Des fois, j'ai encore rencontré hier quelqu'un qui était un peu perdu dans quelle direction je vais, quoi. Et toi, tu fais ça, tu fais des stages Aristote. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est un stage Aristote et en quoi ça consiste ? En fait, les stages Aristote sont nés d'une citation attribuée à Aristote qui dit « Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là est votre vocation ». Donc, en fait, dans les stages Aristote, on prend cette phrase très 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 au sérieux et on travaille sur quels sont vos talents, quels besoins du monde semblent vous appeler, en quoi vos talents peuvent rencontrer certains besoins du monde plus que d'autres, et on considère que c'est à travers ce travail qu'on peut trouver cette vocation, dans cette rencontre, quand on trouve cette vocation qui contribue à rendre heureux quand on la vit. Inversement, on pourrait dire que quand on n'a pas pu réaliser ce qu'on a en nous, il y a quelque chose de souffrant, il y a quelque chose qui souffre. Comment on identifie ces talents ? Parce que voilà, on le sait conceptuellement, ok, j'ai des talents, mais pourquoi on a autant de mal à les identifier et comment on fait ? Alors, nous on utilise la psychologie positive, donc la notion de flow, d'expérience optimale de Mihaly Csikszentmihalyi, c'est-à-dire tout simplement cette idée qu'il y a certaines circonstances où on se sent plein d'énergie, bien dans ce qu'on fait, à la bonne place, qu'on aime ce qu'on fait, quelquefois même on est régénéré en termes d'énergie. Et au fond, ça c'est l'indicateur que là s'expriment nos talents profonds. Donc on repart des expériences optimales que vous avez vécues, que ce soit des expériences qui ont pu durer 1 heure, 1 journée, 1 mois, 1 an, selon les cas. Et on essaie de voir à ce moment-là qu'est-ce qui s'exprimait, quels étaient les talents qu'on mettait en œuvre, comment on les mettait en œuvre, et comment on appellerait ça. Et là, on fait un travail vraiment presque d'archéologue, d'aller chercher tous les souvenirs de ce qui s'activait à ce moment-là. Et ça peut être des souvenirs dans la vie personnelle ou que professionnelle ou... Ça peut être... Comment les identifier ces moments ? Parce que la jeune femme avec qui j'étais hier, par exemple, me disait on me demande ce que j'aime faire et en fait, ça la perd, c'est trop grand. Comment on fait pour identifier ces moments ? Oui, alors c'est pour ça que c'est pas tout à fait la même question. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Et la question, est-ce que tu peux me raconter 1 ou 2 ou 3 expériences dans lesquelles tu t'es senti bien ? Sachant que ces expériences, tu peux les prendre aussi bien dans la vie personnelle, professionnelle, associative. Et à ce moment-là, si la personne a, je dirais, plus de la trentaine, il est rare qu'elle n'ait pas 2 ou 3 expériences de ce type-là. Et effectivement, l'important, c'est de bien les décortiquer. Mais ça peut être un jeu, ça peut être un D'avoir gagné au Monopoly, ça compte, tu veux dire ? S'il y a un jeu d'enfance qui a énormément compté et dans lequel il y a eu plein d'énergie investie, on va travailler là-dessus, on va travailler sur... Pour certaines personnes, ça peut être « Tiens, j'ai organisé un événement familial, c'était très important ». Mais évidemment, le plus souvent, ça va être des souvenirs de professionnels. Mais ce n'est pas obligatoire. Et qu'est-ce que tu regardes dans ces moments ? Qu'est-ce que tu décortiques ? Qu'est-ce qu'il y a à décortiquer ? En fait, l'indicateur, c'est pratiquement le visage et la posture de l'autre personne. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui se passe dans les yeux, dans le mouvement du corps ? Est-ce que le souvenir remet en contact avec l'énergie de ce moment-là ? Et au fond, c'est notre fil. On va tirer ce fil-là. Tiens, qu'est-ce qui se passait ?
Raconte-moi la situation. Où tu étais, qu'est-ce qui se passait. Et ensuite, qu'est-ce que tu mettais en œuvre à ce moment-là? Comment tu appellerais ça? La difficulté étant que parfois, les personnes ne repèrent pas des talents qui sont tellement naturels pour eux et parfois ne mettent pas le mot talent ou le mot compétence, aptitude. Ils vont peut-être penser que la gentillesse ce n'est pas un talent, ou ils vont peut-être penser que mettre en contact deux personnes ce n'est pas un talent. Alors, donc, c'est peut-être enlever un petit peu ces freins, faire prendre conscience de la richesse de ce qui se passe à ce moment-là. Et souvent, c'est toute une combinaison de talents. C'est pas un talent qui s'exprime à ce moment-là, c'est toute une chaîne dans laquelle, par exemple, nous, on va distinguer des traits de personnalité, de savoir-être, des adjectifs, audacieux, aimant, attentionné, voilà, ça va être des adjectifs comme ça. Ça va être aussi des verbes organiser, écouter, planifier, voilà. Bon. Et puis ça peut être aussi des compétences acquises. Et donc là, c'est des énoncés. Donc, oui, parce que j'ai été formé à la psychothérapie, ou j'ai été formé au management, où je parle anglais, etc. Donc là, on est dans des énoncés. Donc finalement, on a un peu trois familles comme ça qu'on peut regrouper. Et au fait, dans cette période d'enquête sur ces moments d'expérience optimale, on va collecter tout ce qui émerge. Avec, notamment, nous, on utilise des post-it, donc des post-it de couleur. Et dans ce moment-là, on va plutôt encourager à en avoir trop que pas assez. Et on va avoir, au fil de ces expériences, de ces analyses d'expérience, on peut avoir plusieurs dizaines de post-it, peut-être même une centaine pour certains. C'est pas du tout, le but n'est pas d'en avoir plein, hein, c'est pas la question. Hein. C'est qu'au bout de cette collecte, on va s'apercevoir qu'il y a des répétitions, des mots qui sont presque synonymes, des choses comme ça, ou des choses qui sont très importantes, d'autres moins, qui sont des nuances, etc. Donc, au bout d'un moment, on va simplifier. Du coup, c'est une introspection personnelle ou c'est les autres qui te donnent en miroir quels sont tes talents ou tes compétences? Alors c'est très Parce important. Parce que c'est en groupe, hein, les stages Aristote. Les stages Aristote, c'est en groupe, et il y a aussi des coachings Aristote qui sont faits avec un coach, et dans lequel on insère un stage Aristote, et on continue le processus. Mais de toute façon, le regard de l'autre est évidemment extrêmement important. Donc, dans les stages, on travaille en binôme. Effectivement, le regard de l'autre est extrêmement important, puisque c'est l'autre qui, par ses questions, par sa reconnaissance de ce qu'il entend, devine chez l'autre, finalement accrédite la valeur de ses talents. Donc c'est très important, ce processus, soit en binôme, soit même en groupe, de prendre, finalement d'encourager chacun à voir le meilleur de l'autre. Hein. Et surtout, ce qui est très riche pour les personnes, c'est d'avoir ces feedbacks en disant, mais voilà, on voit tel ou tel talent chez toi à travers tes récits, à travers tes propos, à travers ce qu'on ressent en ta présence. Donc, finalement, tous ces croisements viennent conforter et enrichir le travail, notamment sur des points qui n'étaient pas totalement clairs pour la personne, ou que la personne avait sous-estimé ou enterré, ou pas vu, ou mis de côté. Voilà. Et là, quelquefois, il y a quelque chose de très très riche qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a toute une famille de talents qui émergent et qui n'avaient pas été pris tout à fait en compte. Et là, c'est quelque chose d'assez émouvant quand la personne finalement s'autorise, visite, découvre tout un aspect d'elle-même qu'elle avait un petit peu mis de côté. C'est pas toujours le cas, hein, mais c'est souvent le cas. Tu as dit
le meilleur, en fait, tu travailles sur les talents. Est-ce que il n'y a pas des choses qui nous empêchent d'exprimer nos talents? Est-ce que il faut travailler également sur nos mauvais côtés, j'ai envie de dire? Est-ce que tu le fais ou est-ce que c'est quelque chose qui peut empêcher les talents de s'exprimer? Alors, il y a deux aspects dans ta question, parce qu'il y a quelque chose... il y a chaque talent a son ombre. Donc, si je suis exigeant, je peux devenir perfectionniste, ça peut devenir paralysant, c'est-à-dire poussé à l'excès. Donc, on risque d'avoir souvent l'ombre de nos talents. Si j'ai une très grande intelligence de l'humain, de la relation, de la communication, et je peux être un fantastique guérisseur, accompagnateur, et je peux aussi être un manipulateur. J'ai les qualités pour. Donc, les talents ont leur ombre. Maintenant, il y a un autre aspect qui sont à travailler, c'est ce qui nous empêche d'exprimer nos talents. C'est plutôt la notion de croyance limitante, c'est-à-dire des messages qu'on a intériorisés et qui viennent faire frein à l'expression de ses talents. Donc, par exemple, si je prends un cas personnel, très courant, hein, de la distribution des rôles dans une famille. Donc moi, j'avais un frère artiste, donc le créatif, l'artiste, c'est lui. Donc, je n'ai pas le droit d'aller sur ce terrain-là, car c'est son terrain, et je prendrais beaucoup de risques à me mesurer à celui qui est reconnu, etc. Donc, n'allons surtout pas vivre sa créativité. Donc ça c'est un exemple classique d'obstacle. Sinon, il y a beaucoup de croyances qu'on a intégrées. Alors nous, on a souvent à affronter. On fait pas ce qu'on veut dans la vie. Il faut travailler dur. Voilà. Si je fais ce qu'il me plaît, je vais être pauvre et je gagnerai pas beaucoup d'argent. Voilà. Voilà, et on a une liste infinie de systèmes, de croyances qui peuvent nous freiner dans l'appropriation et l'expression de nos talents. Après, tu as dit que dans quand la phrase d'Aristote, c'était la rencontre aussi avec les besoins du monde. Mais comment, par exemple, moi je travaille sur le bonheur, c'est un énorme besoin dans le monde. Comment on identifie les besoins du monde et en quoi... Alors c'est deux questions, je vais peut-être garder celle-là pour après, mais je te la pose pour que ça germe dans ta tête. En quoi ça va me permettre de vivre, parce que souvent les gens viennent là aussi pour trouver leur mission de vie, pour travailler, pour gagner leur vie avec ce qu'ils aiment faire ou ce pourquoi ils sont faits, on va dire. En quoi il y a le besoin du monde, puis il y a le besoin du monde qu'il est prêt à payer, on a envie de dire. Non? Il n'y a pas ces deux aspects? Oui, alors, oui, et d'ailleurs dans certains modèles, dans certaines modélisations, on va distinguer les deux choses, c'est-à-dire au fond les besoins que j'ai envie de satisfaire, les besoins qui m'appellent, qui m'intéressent, et là où je peux gagner de l'argent. Mais nous, on ne travaille pas comme ça, je vais expliquer pourquoi. Donc, nous, on travaille surtout sur la question au fond, de quel problème vous êtes la solution. De quel problème vous êtes la solution. C'est-à-dire, à partir de votre combinaison très singulière, unique de talents, il y a quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que tout autre, un besoin auquel vous pourriez répondre mieux que tout autre, et souvent d'ailleurs un besoin qui vous intéresse, souvent un besoin qui a déjà un petit peu affleuré, parfois même un besoin qui s'exprime dans vos besoins personnels, c'est-à-dire quelquefois il y a un miroir entre qu'est-ce qui est important pour moi à titre personnel et les besoins auxquels je pourrais répondre. Voilà. Donc je prends un exemple pour être un peu moins abstrait, mais si j'ai besoin de vivre dans le beau, avec beaucoup de choses très belles autour de moi, c'est peut-être que
je suis capable aussi d'amener de la beauté dans le monde, peut-être. Voilà. Donc c'est des effets miroirs entre besoins personnels et besoins du monde auxquels nous on est attentifs. Mais donc effectivement, en premier, essayer de comprendre ces besoins. Alors, on les aborde à la fois de manière déductive, c'est-à-dire au fond, compte tenu de cette richesse de talent, tiens, à quoi ça pourrait être utile dans le monde, sachant que le monde, c'est aussi bien le marché, l'entreprise, des clients, mais ça peut être aussi la planète, l'environnement, ça peut être des valeurs auxquelles on veut contribuer, etc. Donc, je dirais, il faut vraiment regarder les choses à différents niveaux. Hein. Et là, je vais vous raconter une petite fable de Saint-Exupéry que j'aime bien raconter. C'est un homme qui s'approche de 4 ouvriers qui construisent quelque chose, un mur, et il s'approche du premier. Donc, qu'est-ce que vous faites? Et le premier dit, mais moi, je taille une pierre. Et le second pose la question, dit, mais moi, je suis en train de faire un mur. Et le troisième, je construis une cathédrale, monsieur. Et le quatrième, je sers la gloire de Dieu. Donc finalement, c'est intéressant dans l'exemple de voir que, au fond, 4 personnes vont avoir une conscience de servir des besoins différents. Il n'y a pas de mieux et de moins bien dans cette histoire. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à inscrire leur travail dans quelque chose dans une vision très globale du monde, et d'autres qui vont totalement s'accomplir dans le fait de tailler merveilleusement la pierre, de regarder la pierre, de trouver tout un sens à son travail, dans le fait d'être le meilleur tailleur de pierre possible, tout simplement. Et c'est donc cette réflexion entre mes talents, les besoins du monde, mon besoin de sens, hein, le besoin de sens qu'on peut avoir, et dans les besoins du monde, donc pas nécessairement de hiérarchie entre la contribution à de grandes valeurs, donc justice, beauté, mais aussi création de richesses, innovation, exploitation des ressources, écologie. Finalement, il y a quand même beaucoup de grands champs de besoins du monde, mais on n'est pas obligé de rentrer par le haut. On peut très bien rentrer par un détail et dire, moi je suis très doué pour un détail, je suis passionné par les vêtements de couleur et dessiner des vêtements de couleur. Et oui, tiens, ça met de la beauté peut-être, ça met peut-être du confort, voilà. Donc, vous voyez, cette grande liberté. Et alors, dans un premier temps, donc, on va réfléchir à cette rencontre entre les talents et les besoins. Et on ne va pas tout de suite dire, mais attends, quels sont les besoins qui rapportent de l'argent ? Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on risque de freiner considérablement la créativité dans cette rencontre. Or, on sait très bien que une étude américaine révèle que les écoliers américains d'aujourd'hui se forment à des métiers qui, pour 65% d'entre eux, n'existent pas encore. Donc, quand on réfléchit à cette rencontre, il ne faut pas trop vite atterrir sur la réalité, parce que cette rencontre doit être extrêmement riche et créative. Alors je prends un exemple parce que je prends un exemple un peu simple. Donc un comptable, on va imaginer qu'il est passionné par les chiffres et qu'il prend beaucoup de plaisir à jouer avec les chiffres et à les analyser, à les structurer, et que ça fait partie de ses talents et de ses envies. Et puis, il découvre également qu'il est passionné par la communication et par le lien avec les autres et la rencontre des autres. Si
si je freine trop vite le processus, je vais dire, oh là là, bon, écoute, t'es comptable, c'est formidable, ça rapporte pas mal, c'est un métier que tu connais bien, reste là-dedans, bon, certes, dans ta vie personnelle, peut-être tu pourras rencontrer des gens, etc. Mais on s'aperçoit qu'il y a des possibilités plus riches que ça. Notamment, cette personne peut peut-être voir dans son entreprise s'il y a des endroits dans le département où il est intéressant d'être en communication avec les autres. Il va peut-être devenir la personne du département qui va faire interface avec les autres départements. Il va peut-être devenir le point de passage entre le département comptabilité et tout le reste de l'entreprise. C'est peut-être lui qui va présenter les chiffres. C'est peut-être lui à qui on va poser des questions. Voilà. Et au fond, petit à petit, va s'inventer un métier qui est comptable, communicant, metteur en relation avec le département comptabilité, qui ne va pas forcément d'ailleurs être dans la description classique de son travail, mais au fond, tout le monde dans l'entreprise va vite comprendre que c'est une partie de son travail et de sa création de valeur dans l'entreprise, de son rayonnement. Donc, il y a souvent, et je prends cet exemple un peu simple, une marge de manœuvre considérable, déjà rien que dans la façon de façonner, habiter un poste. Plus on monte dans la hiérarchie, plus cette marge est importante. Plus la personne peut organiser son travail, son équipe en fonction de ses talents et de comment les jouer. Donc là, il y a déjà une énorme marge de manœuvre. Et puis, il y a également des possibilités d'inventer des métiers. Des métiers, je sais pas quoi, concepteurs de laboratoire de bonheur, animateurs de laboratoire de bonheur. Donc c'est peut-être ton métier. C'est, sur le papier, ça n'existait pas et tu es une co-inventrice, inventeur de ce métier. Donc voilà, il y a des possibilités extrêmement riches aujourd'hui de jouer sur cette rencontre entre les talents et les En besoins. plus, tu as passé une grande partie de ta vie en entreprise, dans des groupes de communication, publicité, donc tu as cette vision-là aussi. C'est-à-dire que tu sens aussi que l'entreprise a peut-être cette capacité à s'inventer et se réinventer. C'est vraiment plus que ça. Je pense qu'il y a une telle accélération aujourd'hui, une telle nécessité de réinvention de l'entreprise, une telle nécessité de réactivité dans une hyper-compétitivité que les ressources que constituent les talents de chacun dans l'entreprise sont considérables. On sait que, par exemple, à travers l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la possibilité de co-créer des entreprises internes chez Google, chez d'autres, etc., ont généré énormément de richesse et d'innovation. Donc, de plus en plus, les entreprises ont envie de générer une logique de co-entrepreneuriat avec des gens qui vont contribuer, innover, être proactifs et inventer des trajectoires de carrière dans l'entreprise qui vont être riches pour l'entreprise et pour eux. Donc, le pilotage des ressources humaines de façon très planifiée et très pyramidale est dépassé. Et donc, c'est très intéressant d'utiliser cette matière première qui sont les ressources de chacun. Ça te paraît pas fou quand même que ni à l'école, c'est-à-dire par exemple au lycée, quand on doit choisir son orientation, ou même quand on arrive, qu'on commence à travailler dans une entreprise, qu'on n'ait jamais fait ça, identifier nos talents et savoir pourquoi on est bon, quoi, ça te sidère pas? Si, mais moi je rêve que chacun prenne le temps de faire ce travail
d'avoir pu mettre des mots sur qu'est-ce qu'il a d'unique et d'extraordinaire et de riche à offrir au monde, au marché, aux clients, à son entreprise. Donc ça c'est, je pense que demain ce sera un passage que chacun va vivre. C'est pas très facile à faire avec des gens plus jeunes. Hein, c'est pas, parce qu'ils ont moins d'expérience, c'est ça. Voilà, mais il y a d'autres techniques. Il y a d'autres techniques qui peuvent aider. Ce qui est difficile, c'est d'identifier des talents qui n'ont jamais été incarnés. Comme ils ne se sont pas réalisés, ils ne sont pas incarnés, ils ne sont pas ou peu conscients. Et ils n'ont pas beaucoup de réalité, ils n'ont pas été beaucoup mis en œuvre ou pas du tout. Donc la seule chose qui se passe, c'est que quand on a plus de vie, il y a plus de probabilité que même ces choses moins exprimées aient trouvé des champs d'expression. Parce que la nature de chacun pousse à ce que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, dans un champ ou dans un autre. Et donc le temps est quand même très bon révélateur de talent. Alors heureusement, il y a un certain nombre de personnes qui ont la chance d'avoir très tôt identifié la plupart de leurs talents et qui les vivent très tôt, et c'est formidable. Mais il y a aussi des personnes qui ont dû mettre de côté toute une partie ou qui n'ont pas pris conscience et qui sont finalement en déficit par rapport à leur potentiel optimal. Qui ont des talents, des soft skills qui ne sont pas forcément reconnus en tant que talent. C'est-à-dire, quand on est un bon pâtissier, je pense à la fille d'une amie qui est devenue, qui travaille dans un palace alors qu'elle est très jeune, c'est très facilement identifiable, on a envie de dire, alors que d'autres qui vont être des gens qui mettent en lien, ou c'est plus compliqué des fois. Je vais finir avec la question du bonheur. J'aimerais savoir, pour toi, peut-être ce qu'est le bonheur, ou ce qui t'a, peut-être dans ta vie, ce que tu as appris, ce qui t'a rendu plus heureux. Alors c'est une question qui est très difficile, oui, bien sûr. Parce que à la fois j'ai envie de répondre, c'est pas une pirouette, que le bonheur il est dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'il est tout de suite, et dans ma capacité à vivre pleinement ce qui est offert et avoir de la gratitude, dire là voilà, c'est une rencontre, c'est un moment, une discussion intéressante, et donc prendre tout à fait la mesure de cet instant présent et de sa richesse. Vraiment, je pense que ça c'est d'ailleurs dans tous les manuels de psychologie positive, hein, mais de cultiver cette présence à l'instant et la gratitude, je pense que c'est vraiment une voie clé de bonheur. Et par ailleurs, alors là c'est un petit peu là, je remets ma casquette stage Aristote, effectivement je pense qu'une source très importante de bonheur, c'est de travailler à quelque chose qui a du sens et qui correspond pleinement à ce que nous sommes, qui est souvent quelque chose d'un peu plus grand que nous, hein, c'est une des caractéristiques d'ailleurs de ces expériences optimales dont on parlait, et où se déploie pleinement toute notre richesse. Bon, c'est une source de satisfaction profonde, de joie profonde, d'énergie. Oui, pour moi c'est beaucoup de bonheur.